On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Fondation Santé et du défi Je bouge, Mission Lune. Donc, on fait autrement pour ce petit défi habituel de l'automne. Mais d'abord, parlons de l'International de Montgolfière et bien sûr des alternatives, notamment le Pico-Parc. Comme vous le savez, c'est pas une nouvelle, évidemment, tous les festivals ont été annulés au Québec, notamment notre plus gros ici, qui est bien sûr l'International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu. On y est allé d'une alternative avec le Pico-Parc. Il reste encore quelques représentations d'ici la fin du mois. Question de faire un peu le tour de ces enjeux. On a avec nous le directeur de l'International de Montgolfière, Éric Boivin. Bienvenue. Merci, Éric. Comment on organise ça, un festival, pas de festival? Dans le fond, c'est une drôle d'année parce qu'on a vu ça s'en venir tranquillement jusqu'à temps que le gouvernement décrète qu'il n'y aurait pas de festival durant l'été. Évidemment, c'est un dur coup à encaisser, mais après ça, il faut, comme on dit, se revirer sur un dissous et essayer de voir autrement. Comment ça s'est passé chez vous, disons, au printemps dernier jusqu'à aujourd'hui? Je vais dire chez nous et probablement dans tous les grands organismes événementiels, ça a dû être à peu près la même histoire. On a vu arriver l'onde de choc sur une période d'environ 2 semaines avant le confinement du 13 mars, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, à ce moment-là, de l'année, dans ce cycle-là, on est en pré-production des événements. Donc, on a des engagements déjà faits, contractuels, on est en montant en charge de ressources, on a de la billetterie qui roule. Dans le cas de l'International, on avait 380 000 de billets de vendus au 28 février. On s'alignait sur une excellente année. Alors, évidemment, la première chose, c'est que tu vis une première crise, c'est de dire, OK, on arrête tout, on gère les impacts, on essaie de s'entendre avec nos partenaires, nos fournisseurs, on essaie de s'entendre avec les paliers de gouvernement impliqués et les commanditaires. Heureusement, c'est un drôle de terme de dire heureusement dans ce contexte-là, mais ça a assez bien été. Les gouvernements, que ce soit le fédéral ou le provincial, Développement économique Canada, Patrimoine Canada, Tourisme Québec, étaient vraiment en mode aide et soutien dans le contexte, voulant protéger évidemment l'expertise dans l'industrie. Et comme tout le monde est frappé par la même crise, bien évidemment, tout le monde comprend. Alors, j'aurais tendance à dire que ce cycle-là de gestion de crise, ça a été environ 2 mois. Là, évidemment, tu revois tous tes cash flows, comment on fait pour survivre, comment on fait pour traverser la crise. Ouais. Quand tu as fini ça, c'est là que ça se complexifie un peu. C'est comme un trou à combler. Exact. On fait quoi maintenant? Et là, tu regardes, tu te ressors la tête de l'eau, si je puis dire, puis tu regardes les dommages autour, tu regardes tout ce qui est en arrêt, tous ceux qui ne travaillent pas, tous tes anciens fournisseurs, tes partenaires, les artistes. Je regardais dans notre cas tout l'univers du ballon. Alors, on s'est donné un espèce de principe de base avec le conseil d'administration de l'International. C'est quoi qu'on fasse, il faut que ce soit conduit par 2 choses. Être pertinent et être utile. Fais rien qui ne correspond pas à ça. Le mieux que tu peux faire dans le contexte, c'est utiliser ton expertise pour aider. Alors, évidemment, on a assez rapidement mis à plancher avec ces principes-là avec, la municipalité, nos collaborateurs, pour trouver des solutions qu'on a proposées à la municipalité. On s'est impliqué avec la création des oasis dans le Vieux-Saint-Jean, fournir nos bras, notre capacité de production pour rapidement livrer quelque chose. Société du Vieux a fait un excellent travail de préparation. Ensuite, on a aidé des organismes avec qui on est en relation, Famille à cœur, avec le courrier Pico, parce qu'évidemment, dans le début de la crise, il faut se rappeler que les familles n'avaient plus accès aux services de Famille à cœur. C'était un peu dramatique. Alors, Pico est devenu un personnage de communication pour les thérapeutes. Alors, une autre initiative qui s'est faite en parallèle. Et là, on s'est mis à développer le projet du Pico-Parc. Pourquoi? Parce que plusieurs, on l'entendait dans d'autres municipalités au Québec, de dire pourquoi on n'utilise pas de grands espaces pour créer un peu le contexte du ciné-parc. Voilà. On avait déjà entendu parler, exemple, des 2 frères qui allaient faire une tournée de ciné-parc. Donc, on voyait qu'il y a quelque chose qui se passait. Nous, évidemment, on a quand même le terrain de l'aéroport, qui est quand même assez vaste. Donc là, il y avait comme un terreau fertile à
à voir ce qu'on pourrait en tirer, disons. On a entendu en mai, de la mi à la fin mai, je dirais, une quinzaine de projets d'autoparcs animés. Ouais. À peu près tous avec une formule équivalente. Là-dessus, il y en a 2 ou 3 qui ont vu le jour, le plus gros étant celui de Gestev avec le Musipark, qui ont fait un excellent travail. Ce qui est très difficile dans ce concept-là, c'est l'économique. Parce qu'évidemment, tu as un coût de production de scène et d'artistes à peu près équivalent à ce que tu retrouves quand tu montes un stage temporaire et que tu fais une programmation, mais tu as une capacité d'accueil beaucoup plus limitée. À 250 voitures, par exemple, les meilleurs prix qui s'annonçaient sur le marché, c'était à 80 à 100 $ par véhicule. Donc, c'est relativement dispendieux. Alors, beaucoup de ces projets-là qu'on a vu apparaître en mai, seulement quelques-uns ont vu le jour, ont eu l'audace d'aller là. Nous, voyant l'économique que ça donnait, on est retourné à la table à dessin. On ne dit pas ça qu'on veut. On veut une solution plus inclusive. Nos citoyens, les gens qui viennent au festival, nos partenaires, on veut les faire travailler et on veut divertir les gens, mais de façon inclusive. On ne veut pas une solution à 100 $ par véhicule. On veut une solution à 25 à 30 $ par véhicule, les paramètres qu'on s'était donnés. Comment faire ça fois 22 ou 24 soirées avec une infrastructure de qualité? Et là, ben c'est de la technique ensuite. On a designé la scène avec les containers qui, je pense, est apprécié de tous. Et on a une excellente qualité de résolution avec 60 000 lumens. Tu as pu le constater quand tu es venu. Donc, on a réussi à bâtir quelque chose, tout fait avec des partenaires locaux. On a utilisé beaucoup de talent local. On a plusieurs choses, c'est des artistes locaux. Et on a pu ainsi faire quelque chose pour et par la communauté du 8 août à peu près jusqu'au 26 septembre, donc offrir une solution de divertissement. Quelle est la réponse du public? Parce qu'on le voit, malgré certaines initiatives un peu partout au Québec, les gens sont en mode confinement un peu dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur maison, avec leur petite famille, terrasse, piscine. Certains ont voyagé, surtout dans Charlevoix ou la Gaspésie. Mais c'est dur de faire sortir le monde. Comment a été la réaction jusqu'ici? C'est extrêmement difficile de faire sortir le monde. Quand il faut se ramener dans le contexte, on prend les décisions de production en juin, par exemple, dans notre cas, et là, s'annonce le déconfinement, un retour un peu plus mobile à l'été, mais avec des encadrements sanitaires. Fait qu'on est tous, évidemment, optimistes. On commence une activité le 8 août, les premières soirées, 25, 30 véhicules. On est monté au plus haut jusqu'à 70, 75. C'est en deçà de ce qu'on espérait atteindre. Ça nous permet de couvrir les frais d'opération, cependant. Mais on a assez rapidement vu que c'était difficile de passez-moi l'expression, de réveiller les gens, de les sortir de la cour dans tout ce contexte-là. La semaine passée, c'était la rentrée scolaire. C'est une semaine plus difficile. On a un bon espoir que le mois de septembre soit assez bon. On a une bonne programmation pour les prochaines semaines. Demain, on a le laboratoire de l'humour qui est un excellent produit à chaque fois. On a une galaxie près de chez vous samedi en programme double. Alors, pour les mordus, c'est le temps de revenir vivre l'expérience. Vendredi soir, on a un excellent groupe, Bill Boquet, qui est de la place, d'ailleurs, qui vient donner un très bon show. Puis on a le reste de la programmation là, jusqu'au 26 septembre. Parce que quand on dit que les gens sont durs à sortir, puis l'autre sous-question au travers de ça, c'est est-ce que les gens veulent consommer ce genre de produit-là? C'est-à-dire que d'aller dans une voiture, regarder un spectacle sur un écran avec un système de son qui est via la radio de l'auto. Et même, je pousse ça un peu plus loin, là, je sais que les salles de spectacle vont rouvrir. Est-ce qu'on a le goût d'aller dans une salle de spectacle où l'ambiance va être différente parce qu'il va y avoir moins de monde pour regarder un artiste? C'est tout ça aussi. Est-ce que les gens sont prêts à consommer ce genre de produit-là? Les gens ont besoin de divertissement, mais est-ce que c'est le genre de divertissement qu'ils veulent? C'est ça qui est difficile à jauger. J'ai envie d'élargir la question. Dans tous les types de divertissement, cette question-là se pose. Dans les sorties au restaurant, comment on va vivre quand on aurait ouvert les restaurants graduellement? Comment on va vivre? Bon, se rendre là avec le masque, ça va tuer un peu l'esprit. Mais moi, je demeure convaincu que la pire chose, c'est de rien faire.
C'est de ne pas offrir Ça. de solutions, de ne pas explorer, de ne pas tester. Mais c'est facile de rien faire. Vous Ben, auriez pu, même dans votre cas, dire, écoutez, nous, il n'y a pas de festival cette année. C'est tout. Ça ira l'an prochain, point final. Mais nous autres, être utiles et pertinents dans la communauté, faire vivre la marque Ballon, c'est névralgique. On va continuer. Moi, je ne crois pas à la philosophie de dire j'arrête et on ne bouge plus. L'oubli peut C'est venir comme se vite. laisser mourir un peu. C'est un peu, puis c'est s'avouer vaincu. J'aime pas du tout cette approche-là. Et il y a du monde dont il faut s'occuper. Il y a du monde dont il faut divertir. Il y a des gens qu'il faut faire travailler. Il y a des fournisseurs. Tu sais, en 2019, on avait 2,5 millions de retombées chez des fournisseurs. Ces gens-là les ont pas cette année. Clair. Il fallait faire des choses. Une fois le Pico Park terminé, est-ce que l'organisation du festival va se remettre en mode festival du mois d'octobre jusqu'au mois d'août prochain dans l'objectif de tenir à nouveau un événement au mois d'août prochain? On se remet en mode de penser au moins 3 scénarios différents pour l'international, plus une série d'autres initiatives parallèles qu'on va développer aussi avec la municipalité et des partenaires. Donc, diversifier l'animation, diversifier le produit, soutenir au mieux la marque. Parce qu'en parallèle de l'activité festival, il ne faut jamais oublier que la marque Ballon est la marque clé de notre région. Tu dois toujours trouver des façons de la soutenir. T'sais, on a fait plusieurs activités en dehors du festival déjà liées à ça. On a relancé l'école de pilotage, on a organisé des sorties. Mais on se remet quand même tailgate. dans une philosophie de penser qu'on va organiser un nouveau festival au mois d'août l'année prochaine. On pense qu'on va pouvoir organiser au moins partiellement un événement important. Mais il est très possible de le décloisonner, de le localiser en différents endroits, de jouer avec différents niveaux d'intégration de l'univers du ballon. Et tant que les encadrements sanitaires ne se précisent pas, que notre capacité à mesurer les risques, parce que sa sécurité sera toujours au cœur, la priorité numéro 1, on va jouer avec différents scénarios. Ça, c'est certain. Dernière question. Un festival de montgolfière comme on l'a connu avant la pandémie, est-ce qu'on va revoir ça un jour? Et si ce n'est pas l'été qui vient, est-ce que ça sera l'été suivant? C'est très hypothétique comme question, mais la question, c'est un peu ça. C'est le festival qu'on a connu pendant une trentaine d'années. Est-ce qu'on va revivre ça un jour? Écoute, moi, je pense que oui. Je pense que ça va prendre du temps, mais je pense que c'est la nature des choses de pousser le concept festif, rassembleur et divertissement le plus loin possible. Et je crois que oui, mais je crois que ça va prendre un certain temps. Puis, les encadrements qui autour de toi sont une chose, mais il y a la réponse marché aussi. Est-ce que le public est rendu là dans sa sensibilité, dans ses peurs? Et ça en fait partie. J'oubliais tout à l'heure, Eric, je m'en excuse, aussi une grosse activité qu'on a fait cet été, c'est la Pico Mobile. Oui, c'est vrai. Qui fait en tout et partout 24 sorties auprès des gens les plus isolés dans notre société. On en avait une d'ailleurs hier après-midi. Alors, cet équipement-là, mobile, permet d'aller divertir un peu partout. Et de, ça va très, très de bien. faire vivre la marque. Oui, exactement. Éric Boivin, merci beaucoup. Merci, Eric. Toujours un plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la Fondation Santé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sam. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend.
Parlons de la Fondation Santé et parlons entre autres du défi Je bouge qui se tient normalement au mois de septembre. Cette année, on a un défi Je bouge, Mission Lune. Donc, on fait autrement, on se réinvente. Avec nous pour en parler, la directrice générale de la Fondation Santé, Julie Coupal. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment ça va, la Fondation? Avant de parler du défi en tant que tel, on s'en était parlé au printemps, évidemment, pour un organisme qui, normalement, doit lever des fonds via des activités qui, très souvent, sont des activités de nature sociale. Comment on s'en tire depuis le début de la pandémie? Bien, je dirais qu'on essaie de tirer notre épingle du jeu du mieux qu'on peut, mais c'est pas une note parfaite. On s'entend, toutes les fondations, tous les organismes dont leur financement provient majoritairement des dons du public, des entreprises, des activités bénéfices ont connu des pertes de revenus vraiment importantes. Donc, c'est le cas pour la Fondation. On a été très actifs. On a mis en place différentes campagnes durant la pandémie qui a connu un bon succès, une belle réponse. On a fait une campagne spécifiquement pour venir en aide aux personnes en CHSLD pour l'achat d'équipements adaptés. On a fait des soupers virtuels en mode livraison ou pour emporter qui a connu vraiment un bon succès. Mais évidemment, ça ne remplace pas l'annulation de l'ensemble des événements qui étaient au calendrier. Au niveau des dons corporatifs, des partenariats, on est heureux d'avoir pu compter sur le maintien de plusieurs engagements. Il y a certaines entreprises que ça a continué de bien aller. Évidemment, il y en a d'autres pour qui c'est plus difficile. Donc, la sollicitation a été un peu plus ardue et a même été sur pause par respect pendant une longue période aussi. Et quand on planifie normalement des activités de levée de fonds de nature sociale, ça se prépare d'avance. Il faut réserver des lieux, des salles, il faut émettre des billets, il faut bâtir une programmation. Or là, bien, on est un peu au jour le jour, semaine à la semaine. Bon, prenons l'exemple du défi Je bouge, qui est quand même une activité qui se tient en plein air. Donc, on n'a pas Mais en même temps, là, on peut faire des rassemblements de 250 personnes, mais évidemment, dans le cas du défi Je bouge, normalement, il pouvait y avoir des milliers de personnes à l'occasion de cette journée-là. Donc, quel est le questionnement que vous vous êtes posé à l'égard du maintien ou non du défi Je bouge? Bien, on a été optimiste jusqu'au mois de juillet, je dirais. On s'attendait à ce que des annonces arrivent. Il y a plusieurs acteurs du milieu de la course aussi, là, pas seulement de la philanthropie, mais qui espéraient pouvoir tenir leur événement à l'automne. Ces annonces-là ne sont pas arrivées. On s'imaginait décaler les départs, mettre en place des mesures de distanciation, mais le virus n'a pas quitté. Puis là, évidemment, la deuxième vague qu'on parle beaucoup cet automne, pour la Fondation, c'était très important. On espérait, mais jamais on aurait voulu mettre la population, nos participants, en danger. Donc, la décision a dû se rendre à l'évidence qu'on ne pourrait pas tenir d'événement. Le défi Je bouge dans sa formule qu'on connaît. Exact. Et là, ici, on parle d'un défi Je bouge Mission Lune. Donc, comment avez-vous, tourné la chose pour arriver avec cette déclinaison du défi Je bouge? Bien, on avait espoir de tenir un événement physique, mais évidemment, on pensait aussi à des plans B. Puis, au début de la pandémie, on avait lancé une initiative qui s'appelait le défi kilomètre. Donc, c'était un peu pour mobiliser les gens, pour les inviter à être ensemble, à bouger, puis pour que les gens puissent garder en tête que le défi s'en vient à l'automne et tout ça. Mais la réponse avait été super bonne. Donc, certains commanditaires avaient offert de l'argent pour les kilomètres parcourus. Puis, notre objectif était de parcourir la circonférence de la Terre, donc une quarantaine de milles de kilomètres. Puis, ça s'est fait vraiment plus rapidement qu'on avait prévu. Donc, on a resté avec cette idée-là, puis on s'est dit, on va garder cette idée-là, mais on va l'amener plus loin. Donc, on a approché nos partenaires du défi Je bouge habituel, dont Desjardins, qui est le présentateur, notre grand partenaire depuis plusieurs années, qui a trouvé l'idée super bonne et qui a décidé d'embarquer. Donc, l'idée provient, en fait, du président de notre CA, qui a dit, coudonc, Douglas Clark, qui a dit, coudonc, la circonférence de la Terre s'est faite tellement vite, pourquoi on ne se rend pas à la Lune? Puis c'est parti de là. On a regardé le nombre de kilomètres qui nous séparaient de la Terre à la Lune, puis on a dit c'est réalisable si on se mobilise tout le monde ensemble. Il y a plusieurs sportifs qui cumulent beaucoup de kilomètres, mais tout le monde qui prend des marches, qui promènent leurs chiens, qui font des tours de vélo, si on se met tous ensemble, on va pouvoir se rendre à la Lune. Et quelle est la distance entre la Terre et la Lune? Oh mon Dieu! Ah, ça, c'est une bonne question. 344 000 quelques kilomètres. OK.
Oui, on apprend des choses à force de travailler sur des projets comme ça. Fait que l'idée, c'est de se rendre, puis on se dit, même si on se rend, on pourrait peut-être revenir parce que, tu sais, on a fait 40 000 là, en 2 semaines et demie, 3 semaines. Et on a gardé le premier parce que durant tout l'été, on a dépassé le 40 000, mais on s'est rendu à 100 000 kilomètres. Donc là, on part de là, puis on est rendu à plus de 110 000 à ce jour. Comment les gens peuvent-ils participer? Parce que là, on a le défi Je bouge, Mission Lune. Techniquement, je pense sur le site Internet, ça dure quoi, 2 mois, septembre, octobre, en gros? Oui. Notre objectif, on a fixé le 31 octobre comme date de fin. Et là, les gens, ils participent comment? Bien, pour nous, c'est important. Comme on ne tient pas un événement physique, c'est un peu difficile. Puis bon, puisque tout le monde a aussi des situations financières qui diffèrent. Il y en a qui ont perdu leur travail. On voulait être rassembleur pour tout le monde. Donc, on a cherché une nouvelle façon de faire pour que les gens puissent participer et gratuitement s'ils ne peuvent pas donner à la Fondation. Donc, la façon dont on fonctionne, c'est que c'est Desjardins, notre partenaire, qui commandite les kilomètres. Donc, à chaque tranche de 100 000 kilomètres parcourus, Desjardins fait un chèque de 10 000 $ à la Fondation, jusqu'à concurrence de 35 000. Okay. Donc, jusqu'à l'atteinte de notre objectif. Donc, n'importe qui peut aller s'inscrire sur le site, se créer un profil et fait juste cumuler ses kilomètres. Ils peuvent les mettre à chaque jour, ils peuvent les mettre une fois par semaine. Et voilà, quand on atteint les paliers, Desjardins fait le don à la Fondation. Évidemment, on invite les gens, s'ils le peuvent, à donner. Ils peuvent faire des collectes de fonds, ils peuvent eux-mêmes faire un don. Et on a mis en place des incitatifs pour les gens qui décident de se donner la peine. Et là, dans le fond, comment on entre ça? Disons que je m'en vais sur le site Internet défijebouge.com, je m'inscris ou je me crée un profil. Oui. Et puis là, je cumule les kilomètres que j'ai fait en marche, en course, exact. Je sais pas. On est invité à se fixer un objectif. Donc, disons, Éric Latour, là, moi, mon objectif, c'est de faire 100 km d'ici le 31 octobre, à la marche, à la course ou en vélo. Donc, à chaque jour, si vous êtes discipliné ou une fois par semaine, vous pouvez dire « Ah, bien, cette semaine, là, je l'ai calculé dans ma montre, dans mon téléphone, ou je le sais qu'à peu près mon parcours fait 5 km. J'ai fait 30 km cette semaine. Check. » Il y a des gens qui se font des équipes, il y a des défis corporatifs aussi qui se font, donc des entreprises qui s'inscrivent et qui cumulent, il y a une personne qui cumule les kilomètres pour le groupe. Et là, en bout de ligne, on pense avoir combien de participants à ce défi-là? Jusqu'à maintenant, là, je pense qu'on avait plus autour de 500 participants. Quand même. Oui. Okay. Donc, puis là, les défis corporatifs continuent de s'inscrire avec plusieurs... fait que là, on a une dizaine de corporatifs qui s'inscrivent avec, bon, tout c'est entre 10 et 30 participants. Donc, les inscriptions continuent. Fait que c'est quand même assez difficile de prévoir la quantité de personnes qu'on va avoir. Habituellement, on a 2500 personnes. Tu sais, si on pouvait avoir 800 personnes qui courent et qui inscrivent leur kilomètre, on va facilement atteindre l'objectif. Et de ce nombre, certains peuvent effectivement y aller de certains dons, plus ceux de Desjardins, le commanditaire principal. Donc, au final, vous allez quand même être capable d'aller chercher un peu de sous avec cet événement-là. Bien oui, tout à fait, c'est important. C'est la raison pour laquelle on le fait. Nous, on s'est engagés à financer des équipements en début d'année, avant la pandémie. Donc, spécifiquement, là, le défi Je bouge, c'est pour payer là, un tapis roulant avec des cardiogrammes graphes, et pour l'urgence, des échographes portatifs. Donc, 2 nouveaux échographes portatifs qui vont servir à accélérer les évaluations à l'urgence. Donc, tu sais, l'argent que Desjardins donne et que les participants vont aller chercher en plus vont nous aider à payer ces équipements-là. Donc, nous, on s'est dit, pour encourager les gens à faire des dons ou à faire des collectes de dons dans leur entourage, on a fait faire cette année un verre de bière aux couleurs du défi Je bouge. Et on a créé avec nos marchands locaux une carte Je bouge, qui est une carte privilège. Donc, quand les gens vont avoir amassé 60 $ en dons pour la Fondation, ce qui est à peu près le montant de l'inscription habituelle, les gens vont recevoir le verre de bière et la carte. Tu sais, la carte, si on regarde ce que ça vaut avec l'ensemble des promotions qui y sont, ça vaut plus de 150 200 $. Donc, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Et ensuite, si les gens vont plus loin et ramassent 150 $ en dons, ils auront aussi le chandail souvenir du défi. Bon. Normalement, au mois de mars, il y avait à l'horaire la fameuse soirée gourmande.
qu'on avait reporté au mois de novembre pour finalement l'annuler. Le tournoi de golf, évidemment, c'est quand même un gros morceau, mais ça aussi, c'est annulé. Une fois qu'on passe le défi Je bouge Mission Lune, puis aussi les événements virtuels que vous avez faits au cours du mois de mai-juin à peu près, mai-juillet même, c'est quoi la suite? Parce que là, évidemment, c'est difficile de planifier quoi que ce soit parce qu'on n'a pas de date sur le retour à la normale en tant que tel. Mais qu'est-ce que vous avez dans votre collimateur pour le mois de novembre, le mois de décembre, janvier, février, mars? Bien, il est trop tôt encore pour parler de nos nombreuses idées, mais chose certaine, l'équipe de la Fondation et notre CA, on est très créatifs. Et la pandémie a comme fait un son de cloche, puis à nous et à plusieurs, pour dire il faut qu'on diversifie nos sources de revenus, il faut qu'on fasse les choses différemment, il faut qu'on trouve une nouvelle façon de faire qui ne nécessite pas nécessairement des rassemblements de personnes. Quand on va avoir le droit de se retrouver, c'est sûr qu'on le veut, tu sais, c'est pas juste de l'argent qu'on va chercher, c'est des liens concrets. Mais il va falloir que le portefeuille d'activités de la Fondation se diversifie, mais c'était déjà une réflexion qu'on avait avant la pandémie, donc on va juste accélérer les choses. Oui, il y avait aussi le retrait des revenus des stationnements. C'était évidemment une promesse gouvernementale qui impacte un peu toutes les fondations comme la vôtre. Oui. Ça aussi, c'est arrivé un peu comme en même temps, donc il faut vivre avec. La perte des revenus de stationnement, c'est la moitié des revenus de la Fondation. C'est la moitié? Oui, qui partait. Donc déjà, l'année 2020, c'était une année difficile, mais c'était, on se préparait en conséquence. On le savait. Exactement, dans le sens, on va financer les projets à la hauteur de ce que la Fondation est capable de payer. Mais on ne s'attendait pas, évidemment, à l'annulation de nos activités. Mais on regarde quand même l'avenir avec, tu sais, enthousiasme, si on veut. La réponse des gens du milieu des affaires qu'on rencontre sont là pour nous appuyer. On a un grand projet qu'on lance actuellement, qu'on commence les sollicitations, qui est un projet majeur en santé mentale. On rénove complètement le 4e étage et les gens répondent présents. C'est à leur tour, l'unité de psychiatrie, de recevoir du financement. Donc, c'est un projet pour lequel la Fondation s'est engagée pour les 5 prochaines années à la hauteur de 2,5 millions. Donc, actuellement, l'économie commence à reprendre son souffle un peu, les gens sont plus ouverts, donc on commence à en parler puis à aller chercher des appuis. Julie Coupal, merci beaucoup. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Exposition automnale du côté du musée du Haut-Richelieu, donc c'est pour l'automne qui vient. Il y aura 80 photos d'archives du journal Le Canada français. N'oubliez pas, chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix et bien sûr une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout. Allez sur tvhr9.com pour avoir la liste. À demain. Bye bye.